Bonjour, avec vous Dr Snoussi, service de neurophysiologie clinique CHU de Rouen. Je vous présente le cours intitulé Physiologie de la contraction musculaire squelettique, destiné aux étudiants de la première année médecine. Le but du cours est de connaître les facteurs essentiels à la contraction. On va voir que la contraction musculaire est une transformation d'une énergie chimique qui est l'ATP en une force mécanique, avec un autre facteur qui sont les ions calcium. Puis on va voir son mécanisme moléculaire de réalisation ainsi que ses aspects mécaniques. Saisir un objet ou être en position debout n'ont pas le même aspect mécanique. Alors on commence. En introduction, on va dire que le mot muscle vient du mot latin mus, signifiant petite souris, car les muscles au travail lui faisaient penser à des souris s'activant sous la peau. Imaginez que cette boule, si on peut dire, cette partie charnue du muscle biceps brachial, imaginez qu'il se contracte, puis il se détend, se contracte puis il se détend. Il faisait penser à une souris s'activant sous la peau. Le tissu musculaire représente la moitié de la masse corporelle. On a 3 types de muscles. Le muscle strié squelettique 40%, le muscle cardiaque et le muscle lisse des organes creux, tous les deux représentent 10%. On remarque la part importante du muscle squelettique. Le tissu musculaire squelettique s'active par volonté, bien qu'il s'active aussi par réflexe, et il se caractérise par l'adaptation. Par volonté, par exemple, je vais marcher, je décide de marcher. L'acte moteur ici se réalise au niveau cérébral, au niveau du cortex moteur. Alors c'est par volonté. Par réflexe, non, par réflexe, l'acte moteur ne se réalise pas au niveau du cortex moteur cérébral, mais une boucle réflexe qui se réalise au niveau de la moelle, au niveau spinal. Par exemple, si ma main est devant quelque chose de très chaud, je vais la retirer sans réfléchir. C'est un acte moteur très rapide et très bref. L'activation de muscles squelettiques se fait par une synapse qui est la jonction neuromusculaire squelettique. Vous savez que notre système nerveux commande la plupart des grandes fonctions au niveau de notre corps par des synapses neuronales, synapses neuromusculaires, synapses neuroglandulaires. Ici, c'est une synapse neuromusculaire. Il faut une commande, un influx nerveux neuronal du nerf moteur qui arrive au muscle pour déclencher la contraction. Alors, la spécificité du muscle squelettique est sa capacité de produire une force statique ou de déplacement. Une force statique, c'est-à-dire, par exemple, je suis en position debout, il y a une contraction des muscles des jambes, mais sans déplacement. Ou de déplacement, par exemple, je marche, alors il y a une contraction et il y a aussi un déplacement. C'est une force de déplacement. Cette force est le résultat de la transformation de l'énergie chimique qui est l'ATP en énergie mécanique. Le muscle squelettique assure 4 fonctions: produire le mouvement, maintenir la posture, stabiliser les articulations, dégager de la chaleur. Pour remplir ces fonctions, le muscle squelettique possède 4 propriétés: l'excitabilité, la contractilité, l'extensibilité et l'élasticité. L'excitabilité, c'est-à-dire que l'élément présynaptique de notre jonction est excitable, bien sûr, et que notre muscle aussi est excitable, c'est-à-dire qu'il conduit l'influx nerveux qui est le potentiel d'action. La contractilité, on va voir que notre cellule musculaire contient des éléments contractiles, des éléments protéiques contractiles qui sont les acteurs de la contraction musculaire. L'extensibilité et l'élasticité, l'extensibilité qu'il peut s'attirer au-delà de sa longueur de repos, et l'élasticité, c'est-à-dire qu'il reprend sa longueur de repos lorsqu'il se relâche. Ces deux derniers facteurs font que le muscle soit dynamique.
Avant de voir le mécanisme moléculaire de la contraction, un rappel anatomique est indispensable. Rappel macroscopique puis microscopique. Alors macroscopiquement, le muscle squelettique est attaché au squelette osseux. Voilà notre muscle biceps, il est attaché au squelette osseux. Il est entouré de plusieurs gaines et tissus conjonctifs qui se convergent et relient le muscle au tendon qui le fixe à l'os. De l'extérieur à l'intérieur, on a le fascia. Alors ici, il y a des gaines qui entourent le muscle, qui le relient à l'os. De l'extérieur à l'intérieur, on a le fascia. Le fascia qui recouvre les muscles d'un même groupe fonctionnel. Par exemple, si on a deux muscles, même groupe fonctionnel, par exemple, on a des muscles fléchisseurs et on a des muscles extenseurs. Alors, si on a deux muscles fléchisseurs, le fascia les recouvre. L'épimysium enveloppe plusieurs faisceaux qui constituent le muscle. Voilà notre muscle, par exemple le muscle biceps. Alors, ça c'est l'épimysium. L'épimysium recouvre plusieurs faisceaux qui constituent le muscle. Par exemple, ici on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 faisceaux. Le périmésium enveloppe chaque faisceau musculaire qui contient des milliers de fibres musculaires. Le périmésium enveloppe chaque faisceau musculaire qui contient des milliers de fibres musculaires. Chaque faisceau contient des milliers de fibres musculaires. Chaque faisceau contient des milliers de fibres musculaires. L'endomysium, revêtement conjonctival lâche, entoure chaque fibre musculaire. L'endomysium, une autre gaine conjonctivale qui recouvre chaque fibre musculaire. Plusieurs fibres musculaires constituent un faisceau et plusieurs faisceaux constituent notre muscle. Ces gaines renforcent le muscle et sont le lieu d'entrée et de sortie des vaisseaux sanguins et de nos fibres. Lors de la contraction, les fibres musculaires tirent sur ces gaines, ce qui transforme la force contractile à l'os. C'est la transmission de cette force à l'os qui produit la mobilisation de l'articulation et le mouvement. C'est-à-dire que lors de la contraction, la force contractile qui se produit au niveau du muscle va se transmettre au niveau des gaines, puis les gaines la transmettre au niveau des tendons, et ces derniers, les tendons, transmettent cette force à l'os, aux os, pour permettre la mobilisation de l'articulation. Maintenant, l'anatomie microscopique. La fibre musculaire est une cellule spécialisée, cylindrique, énorme, qui s'étend d'un tendon à un autre, d'un diamètre de 10 à 100 micromètres, et sa longueur peut atteindre les 30 cm. La longueur des fibres musculaires du muscle biceps brachial est d'environ 20 cm, alors que par exemple les fibres du muscle quadriceps sont plus longues. La fibre musculaire est entourée d'une membrane qui s'appelle le sarcolème. Elle contient de nombreux noyaux périphériques situés en périphérie et de nombreuses mitochondries qui servent à produire de l'énergie nécessaire. Voici un fascicule et une fibre musculaire. Le fascicule est plusieurs fibres musculaires. Une fibre musculaire, voilà les noyaux en périphérie. Et la fibre musculaire, elle est entourée de l'endomysium, alors que le fascicule, il est entouré du périmésium. Voici notre jonction neuromusculaire. Alors, la fibre musculaire, on a dit que c'est une cellule cylindrique, énorme, voilà, qui contient plusieurs noyaux en périphérie, ce qui est en mauve. Plusieurs noyaux en périphérie et plusieurs mitochondries aussi en périphérie, ce qui est en jaune, ce qui reflète l'énorme production de l'ATP. Alors voici notre synapse, voici l'élément présynaptique, notre terminaison axonale qui contient les vésicules synaptiques à acétylcholine.
L'acétylcholine, c'est notre neurotransmetteur de notre jonction neuromusculaire. C'est le seul neurotransmetteur. Alors, voici notre jonction neuromusculaire. La terminaison présynaptique et la terminaison postsynaptique, c'est la cellule musculaire, c'est notre fibre musculaire. Cette zone-là, en contact avec la terminaison nerveuse présynaptique, cette zone-là en jaune, s'appelle la plaque motrice. Alors, revenons à notre cellule musculaire. Notre cellule, alors, contient en périphérie les noyaux, les mitochondries et la caractéristique de la fibre musculaire est sa forte teneur en éléments contractiles, ce qui est en ligne noire au fond, les myofibrilles, qui s'appellent les myofibrilles, d'un diamètre de 1 à 3 micromètres, constitués de filaments protéiques, d'actine et de myosine, qui représentent 80% de la masse de la fibre musculaire. Alors, la fibre musculaire contient les éléments contractiles, qui sont les filaments d'actine et de myosine. Le nombre de ces éléments contractiles dépend de la taille de la fibre musculaire. Sont de 100 à des milliers de myofibrilles. Alors, les filaments contractiles de la cellule musculaire, ça dépend de la taille de la cellule. C'est une grande cellule. On a plus de myofibrilles. Voilà un schéma représentatif de l'organisation du muscle. Alors, le muscle, le fascicule est constitué de plusieurs fibres musculaires et les fibres musculaires constituées de plusieurs myofibrilles. Myofibrilles, les éléments contractiles qui sont l'actine en bleu et la myosine en bas en marron. Au microscopie optique, chaque fibre musculaire est la répétition linéaire d'un sarcomère, segment de myofibrilles, compris entre deux strizèdes d'environ 2,5 micromètres de long. Le sarcomère c'est l'unité contractile de la fibre musculaire. Il a été décrit en 1868 par Krause. Alors, voici notre muscle, voici le sarcomère et l'unité contractile de la fibre musculaire. Les extrémités du sarcomère sont formées par deux demi-bandes claires I. I veut dire isotrope. Isotrope veut dire un milieu qui a les mêmes propriétés physiques dans toutes les directions, qui encadre une bande sombre A. A veut dire anisotrope, c'est-à-dire qu'elle est hétérogène. Elle ne garde pas les mêmes propriétés physiques dans toutes les directions. C'est la répétition de ces bandes qui donne l'aspect strié au muscle. Alors, un sarcomère est limité par deux lignes Z. Ligne Z qui est là en noir. D'une ligne Z à une ligne Z. Ça, c'est un sarcomère. Les extrémités sont formées de deux hémibandes I et une bande sombre A. Cette alternance clair-sombre donne l'aspect strié à la fibre musculaire et au muscle. La bande A est séparée en son milieu par une zone claire qui s'appelle la bande H ou la strie H, visible lorsque la fibre musculaire est au repos. Cette zone-là, la bande A, au milieu de la bande H, au milieu de la bande sombre A, est visible lorsque la fibre musculaire est au repos. On va voir pourquoi lorsqu'on fait le mécanisme moléculaire de la contraction. Le sarcomère est constitué de deux types de filaments protéiques. Les filaments fins d'actine
et les filaments épais de myosine. Les filaments fins d'actine, ce qui est là en ligne des lignes fines, et les filaments du myosine sont plus grosses là au centre, vous les voyez. Alors, le sarcomère est constitué de deux types de filaments protéines, les filaments fins d'actine et les filaments épais de myosine. Les extrémités du sarcomère ou les deux demi-bonds de I sont constitués seulement de filaments d'actine. Les deux demi-bonds de I. Voilà la ligne Z, ce qui est en zigzag là. Voilà l'imibond de I et une autre imibond de A. Les deux imibonds de I sont constitués seulement de filaments d'actine. La bande A, de là jusqu'à là, est constituée à ces deux extrémités par les deux types de filaments. Les filaments fins d'actine insérés entre les filaments épais de myosine. Alors que la bande H, au centre de la bande A, ne contient que des filaments épais de myosine. Au niveau de la strie Z, les filaments fins d'actine s'attachent entre eux et aux actines du sarcomère voisin. Voici un autre schéma qui représente le sarcomère. Alors voici une ligne Z et une autre ligne Z. Ligne Z en noir, là foncé, une ligne Z. Deux imibonds de I, et une bande sombre A. Au centre, la bande H. Au centre de la bande A. Et la ligne M veut dire médian, c'est un renflement des filaments de myosine au niveau de la bande H. C'est au milieu de la bande H. Il y a une autre ligne qui s'appelle la ligne M au centre. C'est vers la strie H ou la bande H et la ligne M que les filaments s'attirent lors de la contraction. On va voir ça dans le mécanisme moléculaire après. La membrane de la fibre musculaire sarcolème présente de nombreuses invaginations verticales en direction des myofibrilles. Ce sont les tubules transverses ou système T. Le sarcolème et son système tubulaire présentent la propriété d'être électriquement excitables et vont donc de transmettre le signal de dépolarisation. En parallèle avec les myofibrilles, on trouve, je vais vous montrer c'est quoi le système T. Alors j'ai dit la membrane de la fibre musculaire. Ça c'est une fibre musculaire. Voici le noyau. Voici la membrane plasmique de la cellule musculaire. Il s'appelle le sarcolème. Le sarcolème présente de nombreuses invaginations verticales en direction des myofibrilles. Les myofibrilles d'actine et de myosine. Alors, le sarcolème et son système tubulaire T, qui sont les invaginations verticales, sont électriquement excitables. Le sarcolème et son système T, c'est-à-dire les tubules transverses qui ont vert là, sont électriquement excitables. Ils conduisent le signal électrique, conduisent le potentiel d'action. En parallèle avec les myofibrilles, on trouve le réticulum sarcoplasmique formé par des tubules longitudinaux qui se terminent par une citerne qui est fait face à une autre citerne. Les deux citernes sont séparées par un tubule transverse du système T et l'ensemble forme une triade. Ce qui est en jaune là sont les deux citernes du réticulum sarcoplasmique.
Les deux citernes sont séparés par l'invagination de la membrane cellulaire, qui est le tube, qui sont les invaginations verticales du sarcolemme. Alors, deux citernes, une tubule transverse, forment une triade. C'est au niveau de ces citernes du réticulum sarcoplasmique que se trouve le calcium. Le calcium qui est nécessaire à la contraction musculaire. Alors, les citernes du réticulum sarcoplasmique présentent une forte concentration en calcium. La membrane du réticulum sarcoplasmique n'est pas électriquement excitable, mais elle présente de nombreux canaux calciques qui assurent le passage du calcium depuis les citernes jusqu'au cytoplasme. On y trouve aussi des pompes à calcium-magnésium ATP dépendantes qui assurent le restockage du calcium. Alors, au niveau de notre citerne, au niveau de notre réticulum sarcoplasmique, se trouve le calcium. La membrane du réticulum sarcoplasmique n'est pas excitable, mais il présente des canaux calciques. C'est par ces canaux calciques que notre calcium nécessaire à la contraction sort des citernes du réticulum sarcoplasmique pour aller aux myofibrilles. On va voir ça après. Maintenant, on va voir l'ultrastructure et composition moléculaire des myofibrilles. C'est-à-dire, on va voir la structure détaillée en microscopie électronique des myofibrilles, actine et myosine. Au microscope électronique, l'étude des myofibrilles révèle l'existence de deux filaments disposés parallèlement, les filaments épais de myosine et les filaments fins d'actine. Alors, au niveau moléculaire, les myofibrilles sont formées d'une disposition ordonnée. Voilà alors notre sarcomère, voilà une ligne Z et une autre ligne Z en bleu. Voilà les myofilaments d'actine en jaune et les myofilaments de myosine plus épais en grenat ici. Voilà les deux imi-bonds I. Voilà notre bande sombre A. Et au milieu, on a la bande H. Au centre, il y a la ligne M. On va commencer alors par l'ultrastructure des filaments de myosine. Les filaments de myosine sont des filaments épais de 16 nanomètres de diamètre et de 300 à 500 micromètres de long. La molécule de myosine est constituée d'une tige qui comporte deux chaînes polypeptidiques lourdes et identiques entrelacées. La trypsine, enzyme divise la tige en deux segments, la méromyosine légère et la méromyosine lourde. La tige se termine par une formation sphérique comportant deux lobes ou double tête. Alors, voyez ici que le filament de myosine est constitué d'une tige comportant deux chaînes polypeptidiques identiques entrelacées. La trypsine la divise en deux segments, la méromyosine légère et la méromyosine lourde. La tige se termine par une formation sphérique comportant deux lobes ou double tête. Alors, sur le plan fonctionnel, la molécule de myosine comporte trois parties. Un premier segment en forme de bâtonnet, méromyosine légère, assez long, auquel fait suite un deuxième segment en forme de bâtonnet aussi, qui s'appelle la méromyosine lourde, assez court et formant un angle avec le premier segment. Et enfin, une double tête globuleuse.
Les deux chaînes lourdes s'enroulent l'une autour de l'autre en hélice. Chacune de ces deux chaînes s'enroule sur elle-même pour former chacune une des deux têtes de la molécule de myosine. La molécule de myosine alors est composée de 6 chaînes polypeptidiques. Deux chaînes polypeptidiques lourdes de 200 000 de poids moléculaire chacune qui forment le corps de la molécule de myosine et 4 chaînes polypeptidiques légères ayant chacune un poids moléculaire égal à 20 000 qui font les têtes de la molécule de myosine. Deux chaînes légères par tête. La molécule de myosine contient deux angles ou deux charnières. La première charnière entre le premier et le deuxième segment, alors que la deuxième charnière entre le deuxième segment et la double tête de la myosine. Ces deux charnières font que les têtes de myosine sont flexibles dans ces deux points ou angles. Dans un cercomère, chaque filament comporte 200 molécules de myosine. Alors, on essaie. Voilà alors notre molécule de myosine. Alors, en fait, il est composé de 6 chaînes polypeptidiques. Comment? Alors, on a 2 chaînes polypeptidiques lourdes qui constituent la tige et 2 chaînes légères par tête. Alors, on a 2 chaînes ici et 2 chaînes légères ici. Alors, on a 4 chaînes légères, 2 chaînes lourdes et 4 chaînes polypeptidiques légères. Alors, on a 6 chaînes polypeptidiques. Et on a 2 angles ou 2 charnières qui font que notre molécule de myosine est flexible. Elle est, si on peut dire, elle est mobile. Cette légère mobilité ou cette flexibilité permettent à la molécule de myosine, on va voir ça après dans la contraction, dans le mécanisme moléculaire de la contraction, permettent à la molécule de myosine d'attirer la molécule d'actine. On va voir que ces 2 angles sont nécessaires à la flexibilité de la molécule de myosine. Alors, dans un sarcomère, chaque filament de myosine comporte 200 molécules de myosine. Chaque filament de myosine, ça c'est un filament de myosine, comporte 200 molécules de myosine. Vous voyez, il y a plusieurs molécules de myosine, il y a plusieurs têtes. Chaque filament de myosine contient 200 molécules de myosine. Les têtes de myosine sont les sites actifs au pont d'union où se lient les filaments d'actine lors de la contraction musculaire. Ils ont une fonction antipiasique, site de liaison d'ATP et des enzymes ATPases. Alors, les têtes de myosine ont une fonction ATPasique. Les têtes de myosine sont les sites où va se fixer notre ATP lors de la contraction. Alors, ils ont des sites actifs pour la liaison de l'ATP et des enzymes ATPases qui vont hydrolyser notre ATP lors de la contraction. Maintenant, on va voir les filaments d'actine. Les filaments d'actine sont des filaments fins de 7 à 8 nanomètres de diamètre et de 1 micron de long. L'axe central du filament d'actine est formé d'une double hélice en chapelet d'une protéine fibreuse, l'actine F. Chaque brin de la double hélice se compose de molécules polymérisées globuleuses, l'actine G. Les molécules d'actine G portent des molécules d'ADP qui sont les sites actifs où vont interagir les ponts d'union lors de la contraction musculaire. Ainsi, tous les 2,7 nanomètres. Voici notre filament fin d'actine. Alors, les filaments fins d'actine sont formés d'une double hélice en chapelet. Alors, on a une double hélice en chapelet ici, ce qui est en vert. Une hélice, deuxième hélice. Alors, on a 2 hélices en chapelet qui constituent chaque brin forme une actine F qui est la polymérisation de plusieurs molécules protéiques globuleuses qui est l'actine G. L'actine G.
Les molécules d'actine G portent des molécules d'ADP qui sont les sites actifs où vont interagir les ponts d'union lors de la contraction. Alors là, les molécules G en vert portent des sites actifs tous les 2,7 nanomètres. C'est au niveau de ces sites actifs que vont se lier les têtes de myosine lors de la contraction. Le filament d'actine contient également deux autres protéines, deux brins de tropomyosine et de la troponine. Les deux brins de la tropomyosine sont cylindriques, entourant le centre de l'actine et la rigidifient. Au repos, ces deux brins de tropomyosine bloquent les sites actifs d'actine. Alors, ce qui est là en grenat, c'est la tropomyosine. Elle est cylindrique et on a deux brins. Un et deux. Alors, on a deux brins en couleur grenat qui s'appelle la tropomyosine. Elle est cylindrique, il entoure le centre de l'actine et la rigidifie. Cette tropomyosine bloque les sites actifs de l'actine au repos. Alors la tête au repos ne peut pas se lier. La tête de myosine au repos ne peut pas se lier au site actif de l'actine car ils sont bloqués par cette tropomyosine. La troponine portée sur la tropomyosine est une molécule qui se trouve tous les 40 nanomètres. C'est un complexe de 3 polypeptides. La troponine C qui a une affinité au calcium. La troponine T qui a une affinité à la tropomyosine, il se lie avec lui la ligne à lactine, et la troponine I qui à l'état de repos empêche ou inhibe la formation de liaison entre l'actine et la myosine. Cette inhibition est levée lorsque le calcium se fixe à la troponine C, c'est-à-dire la troponine est composée de 3 polypeptides et il est porté sur la tropomyosine à l'aide de la troponine T, car la troponine T a une affinité à la tropomyosine. Alors la tropomyosine en mauve, elle est portée sur la tropomyosine à l'aide de la troponine T. Elle est portée sur la tropomyosine. On a la troponine T et la troponine C qui fixe le calcium et la troponine I qui à l'état de repos empêche ou inhibe la formation de liaison entre l'actine et la myosine. Et que cette inhibition est levée lorsque le calcium se fixe à la troponine C. Après avoir les filaments contractiles, maintenant on va voir les filaments élastiques qui rendent la cellule plus dynamique. Ce sont les filaments constitués d'une protéine géante appelée titine ou connectine et de la alpha-actinine. Elle attache les filaments épais et minces aux lignes Z et elle se trouve en quantité abondante dans les filaments de myosine. Ces filaments rendent la cellule musculaire élastique. C'est cette élasticité qui permet le retour à l'état initial après la contraction. Alors voici notre alpha-actinine en vert foncé et voici notre titine en vert clair. Alors l'actinine, l'alpha-actinine attache les filaments fin d'actine aux lignes Z et la titine attache surtout les filaments de myosine à la ligne Z. Alors ces filaments élastiques rendent la fibre musculaire plus flexible et donne de l'élasticité à la cellule musculaire. Maintenant, on va voir le mécanisme moléculaire de la contraction musculaire. La contraction musculaire se fait par glissement des filaments d'actine entre les filaments de myosine, ce qui entraîne la disparition progressive de la bande I et la bande H et la diminution de la distance entre les lignes Z. La théorie de glissement des filaments fins d'actine sur les filaments épais de myosine et leur chevauchement qui conduit au raccourcissement du sarcomère a été très élaboré par Huxley en 1954.
Alors, lors de la contraction, notre sarcomère va se raccourcir. Pourquoi? Parce qu'il va glisser. Les filaments vont glisser, les filaments d'actine. Le filament d'actine en rouge vont glisser vers le centre du sarcomère. La liaison entre les filaments épais de myosine sur les filaments fins d'actine font que les filaments d'actine s'attirent vers le centre du sarcomère, vers la bande H et la ligne M. Ce qui fait que les deux hémibandes I et la bande H disparaissent progressivement. Alors voici les deux bandes I au repos, ils sont bien visibles avec la bande H. Lors de la contraction, ils diminuent. Alors le sarcomère se raccourcit progressivement pour atteindre Alors, cette théorie s'appelle la théorie de glissement. Alors ici, on note pas les deux bandes de I et la bande de H. Avant de voir la contraction, on va voir surtout c'est quoi le couplage excitation-contraction? Parce que j'ai dit dans l'introduction que pour avoir une contraction, il faut une commande nerveuse, il faut un influx nerveux, un potentiel d'action qui arrive à la fibre musculaire. Alors l'activation ça s'appelle le couplage excitation-contraction. Alors l'activation de la jonction neuromusculaire par l'arrivée d'un potentiel d'action à l'extrémité axonale d'un motoneurone déclenche la libération de l'acétylcholine, le neurotransmetteur de la jonction neuromusculaire, en regard de la plaque motrice de la fibre musculaire. La fixation d'acétylcholine aux récepteurs nicotiniques, qui sont les récepteurs ionotropiques de la plaque motrice, engendre un potentiel de plaque motrice, ppm, qui dans les conditions physiologiques atteint le seuil et déclenche un potentiel d'action dans les deux directions de la fibre musculaire qui se propage par des courants locaux le long de la membrane de la fibre musculaire, le sarcolème. Et ces invaginations tubules transverses au système T électriquement excitables qui entourent les myofibrilles. Alors, voici un schéma qui représente tout ça. Alors, voici un potentiel d'action. Il va arriver à notre terminaison nerveuse de notre jonction neuromusculaire. Lorsqu'il arrive, il y a libération de notre neurotransmetteur qui est l'acétylcholine, qui va se fixer sur les récepteurs ionotropiques, nicotiniques de notre plaque motrice de notre fibre musculaire. Nicotinique, pourquoi? Parce que ces récepteurs ionotropiques à acétylcholine de la jonction neuromusculaire s'activent aussi par la nicotine. C'est pour ça qu'ils sont appelés nicotiniques. Alors, lorsqu'il y a libération de l'acétylcholine et fixation de l'acétylcholine avec les récepteurs ionotropiques, on aura une dépolarisation qui s'appelle ppm, potentiel de plaque motrice. C'est un potentiel postsynaptique excitateur. Il atteint le seuil et il déclenche alors dans les deux directions de la fibre musculaire, il déclenche un potentiel d'action par des courants locaux. Alors, la fibre musculaire, j'ai dit qu'elle est excitable, alors elle va transmettre notre potentiel d'action dans les deux directions. Et elle va transmettre aussi ce signal vers les tibules transverses, c'est-à-dire notre potentiel, lorsqu'il arrive à la membrane plasmique de notre cellule musculaire, va aussi se transmettre dans les tibules transverses parce qu'ils sont excitables. Alors au niveau des triades, le potentiel d'action qui arrive au niveau des tibules transverses déclenche par un mécanisme non encore établi la libération du calcium par les céternes du réticulum sarcoplasmique. Le couplage excitation-contraction fait le lien entre le potentiel du sarcolème et la libération du calcium stocké dans les céternes du réticulum
sarcoplasmique. On a besoin de calcium pour libérer, pour que ce calcium se fixe sur la troponine C et démasquer les sites actifs de l'actine pour que la tête de myosine se fixe sur ce site actif. C'est pour cela qu'on a besoin de calcium. Alors, ce calcium se libère suite à un couplage excitation-contraction qui fait le lien entre le potentiel d'action, entre le potentiel d'action et la libération du calcium au niveau de notre cellule, à l'intérieur du cytoplasme de notre fibreux cellule, pour aller se fixer sur la troponine C pour libérer les sites actifs masqués par le complexe tropomyosine-troponine-repos. Alors, c'est pour cela on a ce couplage excitation-contraction. Alors, le couplage excitation-contraction fait le lien entre le potentiel d'action du sarcolème et la libération du calcium stocké dans les citernes du réticulum sarcoplasmique. Alors, il y a plusieurs théories qui ont expliqué ce phénomène, mais la théorie la plus défendue est que l'arrivée du potentiel d'action dans la membrane des tubules transverses ouvre les canaux calciques, ce qui engendre une entrée du calcium du milieu extracellulaire vers le milieu intracellulaire, et tellement que les tubules transverses sont très proches des citernes sarcoplasmiques au niveau des triades. Les deux membranes sont distantes d'environ 15 nanomètres. Ce calcium se lie à une protéine de la membrane de la citerne terminale qui est appelée récepteur à la ryanodine, qui est un canal calcique. Cette liaison entre le calcium et le récepteur à la ryanodine ouvre ce canal et on aura une sortie du calcium de la citerne sarcoplasmique vers le sarcoplasme en regard d'hémiofibrie. Alors, toutes ces étapes, on va les voir maintenant. Alors, au début, on a un potentiel d'action qui se propage le long du sarcolème, puis le long des tubules transverses. Puis, il y a une entrée du calcium du milieu extracellulaire vers le milieu intracellulaire à l'aide de canaux calciques ici qui se trouvent au niveau des tubules transverses qui sont voltage dépendants. Alors, l'arrivée du potentiel d'action ouvre ces canaux calciques des tubules transverses et notre calcium extracellulaire va rentrer dans notre fibre musculaire en regard des citernes des réticulums sarcoplasmiques. Le calcium, lorsqu'il rentre ici en regard du réticulum sarcoplasmique, il va se fixer sur des récepteurs à la ryanodine. Ces récepteurs sont des protéines, simplement sont des canaux calciques. Alors, lorsque ce calcium se fixe sur ces récepteurs à la ryanodine ou sur ces canaux calciques du réticulum sarcoplasmique, on aura une ouverture de ces derniers, de ces récepteurs à la ryanodine qui sont des canaux calciques, et on aura une sortie du calcium de la citerne sarcoplasmique vers le cytoplasme, vers le sarcoplasme. Alors, diffusion du calcium dans le sarcoplasme ou le cytoplasme de la fibre musculaire. Puis on a sommation des signaux calciques, c'est-à-dire une sortie du calcium du réticulum, des citernes du réticulum sarcoplasmique. Puis le calcium, il va où? Il va vers la troponine C qui initie la contraction. Pourquoi? Parce qu'il faut démasquer les sites actifs des filaments d'actine où vont se lier les têtes de myosine. Alors, notre calcium va se fixer sur notre troponine C et nos sites actifs qui se trouvent masqués à l'état de repos se trouvent démasqués lorsque le calcium se lie. L'augmentation du calcium intracellulaire est cruciale. La présence du calcium et sa fixation à la troponine C démasquent les sites actifs où vont se lier les têtes de myosine.
Alors, comment? Voici un schéma qui explique très bien ce phénomène. Alors, ici, on est à l'état de repos et ici, on est à l'état de contraction. À l'état de repos, voici, vous voyez ici cette ligne, cette petite ligne cette petite ligne là, horizontale, cette petite ligne, c'est le site où va se fixer la tête de myosine. Voici la tête de myosine, les têtes de myosine. Voici l'actine en bleu et le complexe tropomyosine troponine en mauve. En mauve foncé, c'est la tropomyosine et en mauve clair, c'est la troponine. Le complexe tropomyosine troponine bloque les sites actifs où vont se lier les têtes de myosine sur notre actine. Alors, ici, il n'y a pas de calcium. Lorsque le calcium est là, on regarde myofibrilles, il va se fixer sur notre troponine C. Alors voici la fixation, la grande fixation du calcium à la troponine C. Lorsque le calcium se fixe, il y a un changement de conformation de complexe tropomyosine troponine, il y a un éloignement du site actif. Vous voyez ici l'éloignement du complexe tropomyosine troponine, l'éloignement du site actif. Et le site actif ici où va se lier la tête de myosine se trouve libre. Et alors, voici la tête de myosine se lie sur notre actine. Maintenant, après avoir le rôle crucial du calcium, maintenant on va voir les étapes de la contraction musculaire. La présence du complexe troponine-tropomyosine sur le filament d'actine inhibe la liaison entre le filament d'actine et myosine lorsque le muscle est relâché au repos. Au moment de la contraction musculaire, l'effet inhibiteur de ce complexe est lui-même inhibé par les ions calcium qui se lient à la troponine C, ce qui crée des liaisons entre les têtes des filaments de myosine et les filaments d'actine en présence d'ATP et de magnésium. Les têtes de myosine agissent de façon asynchrone, tirant pas à pas le filament d'actine vers le centre du filament de myosine dans un cycle continu et alternatif. Je vais vous montrer un schéma juste. C'est quoi cycle alternatif, pas à pas, asynchrone? C'est-à-dire, voici les têtes de myosine, ils vont faire quoi? Voici les têtes de myosine, lorsqu'ils vont se lier, voici les têtes de myosine, lorsqu'ils vont se lier sur l'actine, ils vont l'attirer dans les deux directions bien sûr, ils vont l'attirer vers le centre du sarcomère, pas à pas, c'est-à-dire pas à pas, dans un cycle alternatif et asynchrone. C'est pas en même temps, c'est pas à pas. Comme ça, il attire vers le sarcomère. Et on aura un glissement du sarcomère et un raccourcissement. Alors, maintenant, on va continuer les étapes de la contraction. Alors, les têtes de myosine. Alors, le glissement du filament d'actine vers le centre du sarcomère repose sur les étapes suivantes. L'étape initiale, c'est qu'une molécule d'ATP se fixe sur notre molécule de myosine. Alors, il faut qu'une molécule d'ATP se fixe sur la tête de la myosine. C'est elle qui va amorcer la contraction. Alors, lorsque l'ATP se fixe sur la tête de myosine, la tête de myosine hydrolyse l'ATP en ADP plus phosphate inorganique parce qu'on a dit que la tête de myosine contient des sites actifs pour l'ATP et des enzymes et ATPases qui hydrolysent l'ATP. Alors, on a une hydrolyse de l'ATP en ADP plus phosphate inorganique. Les produits de cette réaction restent attachés à la tête de myosine. La deuxième étape, c'est que le calcium vient se fixer sur la troponine. Celle-ci subit un changement de la conformation spatiale qui entraîne un déplacement de la molécule adjacente de la tropomyosine. Il en résulte un démasquage des sites de fixation des têtes de myosine sur les filaments d'actine.
et les sites vont être démasqués. La tête de myosine vient ensuite en contact avec la molécule d'actine, une molécule de phosphate inorganique qui est alors libérée et elle s'attache fermement à l'actine. Alors lorsque on a l'hydrolyse de l'ATP, la tête de myosine, et on a un démasquage des sites actifs où va se lier la tête de myosine par la liaison du calcium à la troponine C, alors on a le site actif où va se lier la myosine est libre. Alors, on a la liaison. Ici, la liaison, elle est forte. Il y a une affinité, une grande affinité de la tête de myosine avec le filament d'actine. Et à cette étape, et dans cette étape, la molécule, la tête de myosine, va s'attacher fermement à l'actine et elle s'incline vers le centre du sarcomère et pivote de 45 degrés à 90 degrés grâce à la présence de la double charnière et fait avancer le filament d'actine au centre du sarcomère, ce qui entraîne le raccourcissement de ce dernier. C'est-à-dire, au repos, les têtes de myosine, voilà, ils forment un angle de 45 degrés avec les filaments d'actine. Un angle de 45. Lorsque la tête de myosine se lie fermement à l'actine, elle pivote. Elle pivote de 45 degrés à 90 degrés. Elle pivote grâce à quoi? Grâce à la double charnière qui fait mobiliser notre tête de 45 degrés à 90 degrés, ce qui permet d'attirer le filament d'actine, de l'attirer vers le centre de sarcomère. Puis, lorsque l'inclinaison se termine, le pivotement se termine, la molécule d'ADP se détache et une autre molécule d'ATP suffixe. La fixation d'une autre molécule d'ATP réduit l'affinité à la myosine, de la tête de myosine pour le filament d'actine, ce qui entraîne son détachement et un nouveau cycle peut commencer. C'est-à-dire la fixation et l'hydrolyse de l'ATP augmente l'affinité de la tête de myosine pour le filament d'actine. Lorsque l'ADP, le phosphate inorganique se détache de la tête de myosine et une autre molécule, l'affinité se réduit et une autre molécule se fixe pour commencer un autre cycle. Voici alors un sarcomère qui est éthéré, qui est à l'état de repos, et lorsqu'il se contracte, on aura alors un raccourcissement par glissement des filaments d'actine entre les filaments de myosine vers le centre de la bande du sarcomère, vers la bande H et la ligne M. La relaxation maintenant, comment se fait la relaxation? C'est bon, on a vu les étapes de la contraction. Maintenant, comment notre muscle se relâche? Il se relâche. La relaxation a lieu quand le calcium se détache de la troponine C. Une partie du calcium va revenir vers les C-termes du réticulum par une pompe ATP dépendante. Alors, une partie va revenir vers la C-terme du réticulum sarcoplasmique par une pompe à calcium ATP dépendante. Une autre partie va être expulsée vers le milieu extracellulaire par un échangeur de sodium-calcium. Et bien sûr, comme pour toutes les cellules, le gradient sodium est maintenu grâce à une pompe sodium-potassium. Alors, lorsque une partie du calcium sort par un échangeur calcium-sodium, on a une expulsion du calcium avec une entrée de 3 ions sodium. Alors, la pompe sodium-potassium intervient pour garder le gradient électrique sodium-potassium nécessaire à notre homéostasie cellulaire. Alors, la relaxation se fait lorsque le calcium se
se détache de notre troponine C. Il y a des vidéos sur internet en 3D, vous pouvez les voir pour bien comprendre le mécanisme moléculaire de la contraction. Alors on a vu que les deux éléments essentiels dans la contraction sont l'ATP et le calcium. Maintenant, on va voir que l'aspect mécanique de la contraction musculaire, à savoir, on va voir tout d'abord l'unité motrice, c'est quoi? La secousse musculaire, c'est quoi? Les réponses graduées du muscle, sommation spatiale, sommation temporelle, la contraction isotonique et isométrique, force et vitesse et durée de la contraction. Alors, c'est quoi l'unité motrice? L'unité motrice, c'est l'ensemble formé par un motoneurone et les fibres musculaires qu'il énerve. Alors, les motoneurones, les corps cellulaires des neurones moteurs, se trouvent au niveau de la corne antérieure de la moelle épinière. Un nerf est composé de plusieurs motoneurones. Un nerf est composé de plusieurs motoneurones, en noir là. Chaque motoneurone énerve plusieurs fibres musculaires. C'est l'unité motrice. Le nombre de fibres musculaires d'une unité motrice varie selon le type de muscle. Les unités motrices des muscles qui exigent une très grande précision, par exemple les muscles des yeux, doigts, sont petites, 2 à 3 par unité pour certains muscles laryngés. Par contre, les unités motrices des gros muscles, comme le quadriceps de la cuisse, dont les mouvements ne sont pas précis, sont beaucoup plus grosses. Les fibres musculaires d'une même unité motrice ne sont pas regroupées, elles sont réparties dans l'ensemble du muscle. Toutes les fibres d'une unité motrice sont soit activées, soit au repos, simultanément en même temps. La stimulation d'une unité motrice provoque une faible contraction, qui est la secousse musculaire, on va voir après. Et c'est l'activation de plusieurs unités comme ça, de plusieurs unités motrices qui donne une contraction musculaire suffisante. Alors, le nerf moteur, il est constitué de plusieurs motoneurones et le muscle est composé de plusieurs fibres musculaires. Chaque motoneurone énerve plusieurs fibres musculaires qui sont réparties dans le muscle et l'activation de l'unité motrice se fait de façon synchrone, ce qui donne une contraction. Une stimulation d'une seule unité motrice donne une contraction faible. Il faut stimuler plusieurs unités motrices pour donner une contraction plus grande. Alors, pour la secousse musculaire, c'est quoi? C'est si on stimule par un choc électrique unique d'intensité liminaire un motoneurone. L'intensité liminaire, c'est l'intensité qui nous donne un potentiel, qui donne un potentiel. Alors, on enregistre une réponse musculaire qui est faible, qui s'appelle secousse musculaire, qui correspond à la réponse d'une seule unité motrice après un temps de latence. Le temps de latence qui correspond aux quelques premiers millisecondes du couplage excitation-contraction. C'est-à-dire, lorsque je stimule le motoneurone, j'ai une contraction après un bref temps de latence. Le temps de latence correspond aux quelques premières millisecondes du couplage excitation-contraction. La période de contraction, c'est le temps depuis le début du raccourcissement jusqu'au maximum de la force de tension, le pic de la réponse enregistrée. La période de relâchement, c'est le retour du calcium dans le réticulum sarcoplasmique. Elle est plus longue que la durée de contraction. Elle est plus longue. Voici la tension en milligrammes, la force de contraction. Et voici le temps en secondes. Le temps de contraction est plus réduit que le temps de relâchement. Le temps de relâchement est plus grand.
Alors, notre contraction, c'est la sommation de plusieurs secousses musculaires comme ça, qui nous donne une contraction globale, un potentiel d'action, une contraction globale du muscle. Alors, la secousse musculaire est une faible réponse. Pour avoir des réponses graduées, plus grandes, le muscle a recours à deux méthodes. Soit une sommation spatiale, soit une sommation temporelle. La sommation spatiale, la secousse musculaire se représente par le fonctionnement normal de l'organisme. La secousse musculaire plutôt ne représente pas le fonctionnement normal de l'organisme. Ne représente pas la contraction du muscle. C'est une très faible contraction. C'est une réponse d'une seule unité motrice. Elle est brusque, isolée, observée au laboratoire ou en cas de pathologie neuromusculaire. La contraction musculaire normale est plus longue et sa force est plus grande et elle varie en fonction des besoins. Afin d'augmenter l'intensité de la contraction musculaire globale, il faut sommation, c'est-à-dire addition de contractions musculaires isolées. La sommation se fait de deux façons différentes. Soit une sommation spatiale, soit temporelle. La sommation spatiale, c'est l'augmentation du nombre d'unités motrices qui se contractent simultanément par l'augmentation de l'intensité du stimulus qu'envoie le système nerveux central à un muscle, ce qui augmente la force musculaire. La sommation spatiale, c'est la stimulation de plusieurs unités motrices, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, qui nous donne une contraction plus grande. Alors que la sommation temporelle, c'est l'augmentation de la fréquence de stimulation. Une deuxième contraction s'ajoute à la première avant qu'elle se termine, ce qui augmente la force de contraction. Sommation de deux contractions. Si la fréquence de stimulation, c'est-à-dire le nombre de stimulations par seconde s'accélère davantage, tout signe de relâchement disparaît et des contractions se fusionnent, ce qui donne une longue contraction régulière et continue qui s'appelle le tétanos ou tétanisation. La fréquence nécessaire pour atteindre cette tétanisation varie d'un muscle à un autre, elle est d'environ de 40 à 100 Hz. Alors, c'est quoi la sommation temporelle? C'est que je stimule, alors ça c'est si je stimule le muscle après qu'il se relâche, par exemple je le stimule ici, j'obtiens une réponse, je le laisse relâcher je laisse un temps pour le muscle se relâche, puis je le restimule, j'obtiens les mêmes réponses. Si j'augmente la fréquence de stimulation sans que le muscle se relâche, il y aura une fusion des contractions sans aucun signe de relâchement. Si j'augmente rapidement la fréquence de stimulation, j'obtiens une contraction longue et régulière et continue sans aucun signe de relâchement qui s'appelle la tétanisation. Contraction isotonique et isométrique. Pour comprendre ça, il faut savoir que on a pour déplacer quelque chose ou pour saisir, il faut saisir on a l'objet et on a le poids de l'objet, on a l'objet qu'on va porter et on a la tension musculaire, c'est la force de la contraction. Alors la force exercée par un objet sur un muscle s'appelle la charge et la force exercée sur un objet par le muscle en contraction s'appelle la tension musculaire. Alors la charge et la tension sont des forces opposées. Pour que les fibres se raccourcissent et déplacent une charge, il faut donc que la tension dépasse la charge. Contraction isotonique. C'est lorsque le muscle se raccourcit ou s'allonge, réduisant ainsi l'angle de l'articulation. C'est-à-dire on aura une réduction de l'angle d'articulation. Il y a une mobilisation. Il y a une réduction de l'angle de l'articulation osseuse et déplace la charge. C'est ça la contraction isotonique.
Tonique, c'est lorsque le muscle se raccourcit ou s'allonge, réduisant ainsi l'angle de l'articulation. La tension musculaire augmente, puis elle devient constante pendant la plus grande partie de la contraction. Elle est dite isotonique, c'est-à-dire tension constante. Isotonique veut dire tension constante. Lorsque, au début, il y a une augmentation de la tension de contraction, puis elle devient constante pendant la plus grande partie de la contraction avec déplacement de l'objet. Ça, c'est la contraction isotonique. Cette contraction isotonique peut être soit concentrique, soit excentrique. Concentrique, c'est-à-dire que le muscle effectue un travail. Par exemple, saisir un livre, par exemple. Elle effectue un travail. Contraction excentrique, isotonique et excentrique, c'est-à-dire ici le muscle s'allonge, excentrique. Ces concentrations isotoniques excentriques, c'est-à-dire il y a une force constante pendant la plus grande partie du mouvement, mais qui sont excentriques, c'est-à-dire le muscle il s'allonge au lieu de se raccourcir, sont importantes pour la coordination des mouvements volontaires. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Par exemple, gravissez une colline dont la pente est abrupte et longue, entraîne des contractions excentriques dans les muscles des mollets. Il y a un allongement des muscles des mollets. C'est une contraction isotonique excentrique. Ces contractions isotoniques excentriques sont supérieures d'environ 50% en puissance par rapport aux contractions isotoniques concentriques et entraînent souvent des douleurs musculaires retardées en relation probablement à des minuscules déchirures musculaires. D'accord ? Maintenant, la contraction, le deuxième type, c'est la contraction isométrique. Isométrique, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire longueur constante. C'est-à-dire le muscle ne se raccourcit pas et ne s'allonge pas. Par exemple, de telles contractions se produisent quand le muscle maintient une charge en position constante. Il ne le déplace pas. Ou tenter de déplacer une charge supérieure à la tension qui se produit par le muscle. Par exemple, saisir un piano par une main. Par exemple, piano, il est gros. Je ne peux pas le saisir avec une main. La tension, la force contractile de ma main, elle est inférieure à la charge de piano. Je ne peux pas le déplacer. Alors, la contraction ici, la longueur du muscle ne varie pas, ne se raccourcit pas, il ne s'allonge pas. Pour cela, elle est appelée isométrique. Ces contractions servent essentiellement à maintenir certaines articulations pendant les mouvements d'autres parties du corps. Alors ici, par exemple, si cette charge elle est très grande ou je maintiens cette charge en position constante, le muscle, il y a une augmentation il y a une tension, mais qui reste inférieure à la charge. Alors, je ne peux pas déplacer. Elle est isométrique. Le muscle ici ne s'allonge pas et ne se raccourcit pas. Ces contractions servent surtout de maintenir certaines articulations pendant les mouvements d'autres parties du corps. Il faut noter que les phénomènes électrochimiques et mécaniques sont les mêmes dans les deux types de contractions isotoniques et isométriques, mais le résultat est différent. Dans la contraction isotonique, les filaments minces glissent soit en se raccourcissant ou en s'allongeant, alors que dans la contraction isométrique, les têtes de myosine exercent une force mais ne font pas déplacer les filaments minces. Elles dérapent sur leur site de liaison de l'actine.
C'est-à-dire, dans la contraction isométrique, il y a les phénomènes biochimiques et électriques sont les mêmes. Mais les têtes de myosine dérapent sur leur site. Ils n'attirent pas les filaments d'actine ne glissent pas. Maintenant, on va voir force, vitesse et durée de la contraction. Alors, relation tension-longueur, c'est quoi? Durant une contraction, la tension maximale se produit lorsque la longueur du sarcomère au repos est de 2,1 à 2,2 micromètres, longueur optimale. Le rapport longueur-tension idéal correspond à un léger étirement du muscle lorsque les filaments d'actine et de myosine se chevauchent à peine, car le glissement peut se faire sur presque la totalité des filaments d'actine. Donc la fibre musculaire atteint sa tension la plus élevée lorsqu'il y a une zone optimale de chevauchement entre les filaments fins et les filaments épais. C'est-à-dire lorsque le muscle, ici on voit la tension et la longueur du sarcomère. La force contractile dépend de la longueur du sarcomère. Si le sarcomère est raccourci, la force contractile qui va se produire, elle est minime. Si le sarcomère est d'environ 2,1 à 2,2 micromètres, c'est la longueur optimale où les filaments fins d'actine et les filaments de myosine se chevauchent à peine. C'est la longueur optimale qui donne une bonne contraction, une forte contraction. Car les filaments fins vont s'attirer, se déplacer dans leur totalité. Alors que aussi, la même chose, lorsqu'il est vraiment étiré, lorsqu'il est étiré beaucoup, le sarcomère, lorsqu'il est étiré beaucoup, on a une contraction aussi faible. Alors c'est la longueur idéale pour une forte contraction. Relation force-vitesse de contraction. Les objets légers peuvent être déplacés plus rapidement que les objets lourds. Ça, c'est logique. Alors, les objets. Alors, ici, on a la vitesse de raccourcissement et on a la vitesse d'allongement. On va voir cette courbe en vert. Lorsque les objets sont légers, on peut les déplacer plus rapidement. Alors, la vitesse de raccourcissement, elle est maximale. La vitesse de la contraction maximale, la vitesse de la contraction est maximale quand il n'y a pas de charge et nulle quand la charge est égale à la tension isométrique maximale. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de charge, la vitesse de contraction, elle est maximale. Lors de l'augmentation de la charge, la vitesse se réduit au fur et à mesure que la charge augmente. Pour les charges qui dépassent la tension isométrique maximale, la fibre s'allonge. Elle ne se raccourcit pas. Elle s'allonge avec l'augmentation de la charge. Maintenant, énergétique de la contraction musculaire. Pourquoi ce chapitre, on a vu que l'ATP, elle est très importante pour la contraction. La contraction musculaire consomme beaucoup d'énergie. Le glissement des filaments d'actine de myosine nécessite de l'ATP. La relaxation musculaire induite par la recapture des ions calcium par les pompes calcium sont ATP dépendantes, alors nécessite de l'ATP aussi. Alors, la concentration en ATP présente dans la fibre musculaire, elle est d'environ 4 millimoles. Elle ne suffit qu'à maintenir une contraction complète pendant 1 à 2 secondes. Il faut alors un renouvellement de notre ATP, un renouvellement continu de notre ATP. Il existe plusieurs sources d'énergie pour cette rephosphorylation de notre ADP. Alors, il y a la phosphorylation directe, la glycolyse anaérobie et la phosphorylation oxydative. La rephosphorylation directe ou la phosphorylation directe, c'est quoi?
c'est la rephosphorylation de l'ADP par une phosphocréatine, CP. Phosphocréatine, molécule très énergétique que utilise le muscle pour rephosphoryliser l'ADP en donnant une seule molécule d'ATP et de la créatine. Alors, une seule ATP. Cette source est rapide, mais sa durée de réserve d'énergie est d'environ 15 secondes, c'est-à-dire elle est brève. Elle ne nécessite pas l'oxygène. La glycolyse, c'est la dégradation rapide du glycogène stocké dans les cellules musculaires. La glycolyse donne de l'acide pyruvique et donne 2 molécules d'ATP. Cette voie aussi ne nécessite pas l'oxygène. Elle est rapide, mais sa durée de réserve d'énergie est d'environ 30-60 secondes. Elle ne donne pas beaucoup, ces deux voies ne donnent pas beaucoup de molécules d'ATP. Elles sont, la durée de réserve de l'énergie, elle est bref. Et on a le métabolisme oxydatif dans les mitochondries qui nécessite de l'oxygène. C'est la combinaison de l'oxygène avec les différentes substances nutritives, glucose, lipides et les protéines, cycle de Krebs, de la cellule pour libérer de l'ATP. Cette source donne 36 molécules d'ATP par une seule molécule de glucose. Plus de 95% de toute l'énergie utilisée par le muscle, pour les contractions prolongées et soutenues proviennent de cette source. Alors pour les mouvements ou les contractions, pour les efforts prolongés et soutenus, il faut cette voie pour assurer une longue durée de réserve de l'ATP. Alors cette source, elle est lente, mais elle est beaucoup plus durable. Elle convient pour les efforts soutenus et maintenus, alors que ces deux voies conviennent pour les efforts brefs et rapides. Les fibres musculaires se répartissent en 3 types selon leurs propriétés biochimiques. Les fibres oxydatives à contraction lente, type 1, résistantes à la fatigue, mieux adaptées à l'activité d'endurance telle que le marathon ou le maintien de la posture. Les fibres oxydatives à contraction rapide, type 2A, résistantes à la fatigue, mieux adaptées à la marche. Les fibres glycolytiques à contraction rapide, fatigables, mieux adaptées aux mouvements puissants et intenses de courte durée comme frapper une balle de baseball ou lever des haltères. La plupart des muscles contiennent un mélange de ces différentes fibres pour assurer les différents aspects mécaniques de la contraction. Maintenant, on va terminer par dire que notre muscle, le développement musculaire dépend des facteurs internes et des facteurs externes, des facteurs de croissance et des facteurs inhibiteurs. Les facteurs qui développent nos muscles, qui sont des facteurs de croissance, c'est l'entraînement, bien sûr, l'effort physique, l'entraînement, le sport. Le génome, s'il n'y a pas de maladie héréditaire du muscle ou des nerfs, c'est-à-dire un bon génome, c'est un facteur de croissance. C'est un bon facteur. L'activité physique habituelle aussi, c'est un bon facteur. Ce sont des facteurs de croissance en bleu. Les facteurs inhibiteurs qui sont mauvais pour le développement musculaire sont l'immobilisation, quelqu'un qui ne fait pas d'activité physique, même habituelle, et l'âge. Bien sûr, avec l'âge, les muscles vont se détériorer avec l'âge. Alors voilà, on a terminé. Je vous remercie pour votre attention. À la prochaine, Inch'Allah, et bon courage.